Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parle depuis Genève en Suisse. Cette information ne sert à rien. Et aujourd'hui, on va répondre à 10 questions sur le coronavirus. Alors j'ai déjà abordé le sujet dans ma dernière vidéo, je te la mets là et dans la description si tu l'as pas encore vue. Et je vais pas parler de l'aspect économique aujourd'hui, ce sera dans un deuxième temps. Je vais plutôt aborder les questions qu'on se pose dans cette période de confinement, qui pourraient nous aider à mieux comprendre ce qui se passe et comment y faire face en adoptant les bons réflexes. Ouais, parce que de nouveau, entre ceux qui confondent confinement et vacances au soleil, et les flippés du derche qui ont été jusqu'à faire des stocks de pâtes et de PQ. De PQ? Oui, de PQ. Bref, toujours difficile de s'y retrouver dans cette jungle d'informations. Donc si t'es dans la catégorie parano, je vais essayer à travers cette vidéo de te rassurer un petit peu. Et si au contraire tu t'en tamponnes le couvercle, je vais essayer de te faire un peu prendre conscience de la situation. Comme pour la dernière vidéo et comme pour toutes les vidéos que je vais faire, je me suis basé sur les sources que j'ai jugées les plus fiables et les plus pertinentes. Mais ça ne veut pas dire que vous devez me croire sur parole. Au contraire, n'hésitez pas à vérifier les sources et à me donner votre avis en commentaire. Allez, c'est parti! On va quand même revenir rapidement sur l'origine du virus parce qu'il y a quand même certaines choses à dire à ce sujet. Les coronavirus dont fait partie le Covid-19 sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des pathologies qui passent directement ou indirectement de l'animal à l'être humain. Et il y en a plein, On peut citer parmi les plus connus la peste, la rage, le sida, la vache folle et plus récemment un certain Covid-19. Connais pas. Et elle représente presque la moitié de toutes les maladies humaines connues. La moitié quoi. C'est donc pas du tout étonnant que le petit dernier vienne aussi de là. Du coup, je suis sincèrement désolé pour les complotistes qui nous regardent, mais j'ai le regret de vous informer les gars que le virus est 100% d'origine naturelle. Ouais, je sais, c'est dur. Ouais, mais bon, comment on le sait ça, que c'est naturel et puis que c'est pas Big Pharma qui est derrière tout ça? Eh ben on le sait parce que les virus utilisent des protéines qu'on appelle les protéines spiculaires. Je vais pas vous expliquer pourquoi elles s'appellent comme ça, ok? Bref, ces protéines sont tellement badass qu'elles se lient aux cellules d'une manière qu'on est juste incapable de reproduire en laboratoire. Ouais, en gros, vous savez pas faire aussi bien que moi. Tu la sens la petite leçon d'humilité là? Et si vous ne croyez pas, vérifiez les sources. Tu sais, c'est le truc que tu liras pas parce que c'est trop long. Quant à l'animal qui en serait à l'origine, on place la chauve-souris et le pangolin en tête des candidats, notamment parce qu'on a trouvé chez eux des coronavirus très proches du SARS-CoV-2, mais concrètement, niveau preuve, on est un peu à la rue. Bon alors ok, le virus se transmet à l'être humain, du coup on pourrait déjà se poser la question de sa dangerosité. Ouais, moi j'ai entendu dire que c'était comme une grippette quoi. Eh vérifions. Ok, on chope le virus, mais est-ce qu'il est dangereux pour nous? Oui en fait, et pour 3 raisons. La première, c'est qu'on n'a aucun vaccin, ce qui fait que l'ensemble de la population est exposée au virus, avec les conséquences qu'on peut voir actuellement à travers le monde. La deuxième, c'est qu'il n'existe aucun traitement certifié. Il y a des choses qui semblent fonctionner, comme la formule du docteur Raoult, j'y reviendrai dans un prochain épisode, mais à part ça, c'est majoritairement notre système immunitaire qui combat le virus. Et il le fait plutôt assez bien, puisqu'on sait aujourd'hui que la plupart des gens y survivront sans problème majeur. La troisième raison, c'est son taux de mortalité. Si on observe les données brutes, on voit que 5% des cas sont morts, alors que l'OMS estime plutôt la mortalité du Covid-19 à 3,4%. Et on l'a vu dans la dernière vidéo, va vraiment falloir que tu la regardes. C'est dû principalement au fait qu'on n'a pas encore assez de recul pour avoir les chiffres réels. Alors c'est peut-être un peu moins, surtout quand on voit que visiblement 50% des gens seront des porteurs sains. Mais même si on est à disons 2%, la grippe saisonnière en comparaison, c'est environ 0,1% de mortalité. On est donc sur du 20 fois plus mortel quand même. Donc non, ce n'est pas comparable à une grippette. Bolsonaro si tu nous regardes. Et si on parle en matière de contagion, c'est pareil, le Covid-19 est bien plus balèze. Mais avant d'en parler, on va déjà voir le mode de transmission, parce que là aussi, il y a des trucs importants à relever. Alors, je vais pas aborder le sujet des animaux ici, parce qu'il évolue constamment, surtout ces derniers jours, donc je vous laisse vous informer auprès des services compétents si vous avez des questions. Je veux surtout pas être responsable du moindre incident avec votre boule de poil adorée. À notre niveau, il se transmet essentiellement par des gouttelettes qui sortent de la bouche et du nez quand on parle, qu'on tousse ou qu'on éternue. Ces gouttes vont flotter dans l'air sur environ 1,50 m. D'où la distance de 2 mètres requise par les autorités. De là à de là. Et pour que le virus puisse activer ses protéines super badass, il faut qu'il entre en contact avec une muqueuse. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que des muqueuses, on n'en a que dans la bouche, le nez et les yeux. Il est donc obligé de passer par l'une de ces 3 zones, sinon c'est mort. Il n'a pas le choix, il peut pas passer par la peau, il peut pas passer par les oreilles, obligatoirement une muqueuse. Pas de muqueuse, pas de virus. Pas de palais. Pas de palais. Ensuite, il y a en gros 2 manières de se faire contaminer. Soit directement, par les gouttelettes de quelqu'un qui se trouve près de vous, d'où l'importance absolue pour les malades de porter un masque, soit indirectement, généralement par vos mains, en vous touchant le visage après avoir été en contact avec une surface infectée. Et on se touche le visage environ 250 fois par jour. La moitié du temps pour toucher l'une des 3 zones de transmission. D'où l'importance de se laver les mains régulièrement et pourquoi pas porter des gants. Moi j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'on peut attraper le coronavirus en buvant de la Corona?
Faut quand même que je vous raconte cette histoire à propos de la corona. Alors aux États-Unis, ok déjà c'est bien parti, quelques jours après que le Covid-19 soit devenu célèbre, la marque a subi une chute des ventes dans tout le pays et un sondage a montré que sa popularité avait baissé de 30% à cause du virus. Quand tu lis ce genre de truc, tu te dis que Trump comme président au final, c'est presque normal quoi. Maintenant qu'on sait comment ça se transmet, voyons comment on peut s'en protéger. Alors on a vu l'importance de porter un masque pour les personnes malades, de se laver les mains régulièrement et de rester au moins à 2 mètres des autres. Et au final, si on arrive à bien protéger les 3 zones de transmission, la bouche, le nez, les yeux, en fait on a assez peu de chances de tomber malade. Sauf que tout protéger à 100%, c'est pas évident. Surtout la bouche et le nez, vu qu'il faut quand même respirer. Et porter un masque, à moins que ce soit un masque super filtrant de compétition qu'on a rarement dans sa trousse de secours, ça va pas suffire à se protéger efficacement. Pourtant, cette question du port du masque, elle est sur toutes les lèvres actuellement. Et on se demande de plus en plus si on n'aurait pas mieux fait de les faire porter à tout le monde. Alors, est-ce que c'est utile que toute la population porte un masque ? Oui en fait. Et pour 3 raisons. La première, c'est que même si un masque basique vous empêchera pas forcément d'attraper le virus, il peut potentiellement bloquer les gouttes qui seront trop grosses pour passer à travers. Du coup, vous allez baisser la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qui va entrer dans votre organisme. Et ça, c'est super déterminant dans notre capacité à combattre la maladie. Plus la charge virale est faible, et mieux notre organisme va pouvoir se défendre. La deuxième, c'est qu'on l'a vu, 50% des porteurs n'ont aucun symptôme. Donc, en leur faisant porter un masque, on les empêche logiquement de contaminer leur entourage. Et ça, visiblement, c'est pas clair pour tout le monde, comme par exemple pour la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, qui a déclaré l'autre jour: Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Attends, c'est pas fini. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne. Et donc, en fait, pour toi, quand on porte un masque, on se touche plus facilement le nez ou la bouche que quand on n'en a pas. T'es sûr que tu valides là ? Enfin, je sais pas vous, mais moi, si je porte un masque, ça va plutôt me rappeler justement de ne pas me toucher le visage. En tout cas, pas le nez ou la bouche. C'est donc la 3e raison. Donc on résume rapidement. Porter un masque, si on n'est pas malade, peut au mieux vous protéger, au pire, rien changer du tout. Le risque est donc pas énorme, J'ai connu plus risqué comme pari. Et du coup, on voit bien que les faire porter à tout le monde, c'est pas une si mauvaise idée. Et sans surprise, ceux qui ont le mieux géré l'épidémie en termes de transmission, comme la Corée du Sud, Taïwan ou encore Singapour, ont entre autres un point commun, le port du masque généralisé. Elle va dire à un Coréen que les masques ça sert à rien. D'ailleurs, je me demande si le gouvernement aurait pas inventé ça pour maquiller la vérité sur le stock de masques. Ça mériterait un épisode. Bref, pour bien vous protéger et protéger les autres, lavez-vous les mains régulièrement, évitez les contacts à main nue en portant des gants si vous sortez, mettez un masque si vous le pouvez, des lunettes aussi, pourquoi pas, et gardez une distance suffisante avec les autres. C'est en adoptant ces gestes que vous arriverez à faire baisser le taux de contagion. Et c'est justement tout l'enjeu, ce qui m'amène donc à la question de la contagiosité. Pour aborder ce sujet, je vais me baser sur un article réalisé par David Loapre de la chaîne Science Étonnante. Allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, c'est juste le meilleur vulgarisateur scientifique ever. Pour déterminer le taux de contagion d'une maladie, on utilise une formule qui prend en compte 3 facteurs. La durée totale de la maladie, le nombre de contacts par jour qu'un malade aura en moyenne, et la probabilité qu'il contamine une personne saine. Alors c'est pas toujours évident à calculer, par exemple les 2e et 3e facteurs varient beaucoup d'un pays à l'autre, mais c'est pas très grave, ce qui nous intéresse ici, c'est le mécanisme. Donc une fois ces 3 facteurs connus, on les multiplie entre eux, et ça nous donne un résultat qu'on appelle le taux de reproduction, ou R0, donc le nombre de personnes qu'un malade va contaminer en moyenne. Et vous allez voir que ce chiffre, il est hyper important pour prévoir la progression d'une épidémie. Par exemple, si le R0 vaut 2, ça veut dire que chaque personne infectée va contaminer 2 personnes, qui elles-mêmes vont contaminer 2 personnes, etc., etc. On a donc une réaction en chaîne qui augmente de façon exponentielle et donc l'épidémie explose. Par contre, s'il est inférieur à 1, chaque infecté contaminera moins d'une personne, le nombre de malades va donc progressivement diminuer et l'épidémie finira par s'arrêter. Pour stopper une épidémie, il faut donc que le R0 soit inférieur à 1. Le problème, c'est que dans le cas du Covid-19, il se situe quelque part entre 2 et 3. Ouais, encore un truc qu'on sait pas exactement. Ce qui explique qu'on se retrouve aujourd'hui avec une pandémie mondiale qui évolue de plus en plus vite. Et il y a un truc très important à comprendre ici, c'est qu'à partir du moment où on est face à une réaction en chaîne, il existe un point clé qui s'appelle l'effet de seuil. Contrairement à un nuage radioactif par exemple, face auquel on déciderait aussi de confiner tout le monde et où le bénéfice sera donc directement proportionné à l'effort. Si 10% des gens se confinent, ça évitera 10% des morts, si 50% des gens se confinent, ça évitera 50% des morts, etc. Créant un effet linéaire. Dans le cas d'une épidémie, puisqu'on a une réaction en chaîne, le bénéfice ne sera pas du tout proportionné à l'effort. Car si on en fait suffisamment pour passer sous le seuil, on met tout simplement fin à l'épidémie.
L'effet est donc très fortement non linéaire. Pour bien comprendre l'importance de cet effet de seuil, je vais citer l'exemple qui est développé dans l'article de David Loire. Alors c'est pas une prédiction, c'est juste un modèle pour vous montrer le mécanisme. Imaginons que le R0 soit au départ de 2,5, ce qui semble raisonnable pour le Covid-19, vu qu'on a vu qu'il était situé entre 2 et 3. Et ben si on fait rien, au bout de 6 mois, on aura quelque chose comme 60 millions de cas à peu près. Par contre, si on arrive à le diviser par 4, on a un total de 6000 cas sur la même période. 6000 cas contre 60 millions de cas. Et diviser le R0 par 4, c'est loin d'être inaccessible. Ça veut dire par exemple avoir 2 fois moins de contacts et diviser la probabilité de transmission par 2 en gardant une bonne distance. Par une simple division par 2 des contacts et des transmissions, on divise par 10 000 le nombre de cas. C'est donc ce caractère non linéaire de l'effet de seuil qui le rend si important. Et on voit bien que cette valeur, elle dépend pas tellement de la maladie, en fait elle dépend surtout du comportement des gens. En appliquant une distanciation sociale suffisante, on peut tous participer à faire baisser le R0. Par exemple, je sais pas moi, en restant chez soi. Ah mais bon, paraît que de toute façon, même si on se confine, on stoppera pas l'épidémie, alors... C'est pas tout à fait faux et on verra dans la prochaine vidéo, entre autres, à quoi sert réellement le confinement et d'où vient cette drôle d'idée. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et dites-moi si vous voulez que j'aborde d'autres questions, je les intégrerai peut-être dans la deuxième partie. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et comme d'habitude, restez chez vous. Allez, salut!